Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. D'abord, notre focus, on va mettre le cap sur une aventure hors du commun avec une navigatrice qui défie les éléments et les attentes. Elle a seulement 23 ans, elle s'appelle Violette d'Orange et elle a déjà inscrit son nom dans l'histoire de la voile en devenant la plus jeune femme à avoir bouclé la Solitaire du Figaro et le Vendée Globe. Elle incarne une génération, vous allez le voir, qui ose tout, même l'océan, et on découvre son portrait dans un instant. Et puis à la nuit derrière la tech, Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Votre chronique aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un semi-marathon où se côtoient les humains et les robots. On en parle dans un instant. Et puis, on en parle aussi avec vous. Ce sont nos sujets du jour. On va explorer les grandes actualités qui secouent le monde de l'intelligence artificielle. Avec en première partie d'émission, Lucie, l'intelligence artificielle française qui devait rivaliser avec ChatGPT et qui s'est transformée en véritable fiasco. On va parler aussi de DeepSeek, une IA chinoise qui se positionne en concurrente sérieuse de ChatGPT. Et puis d'un projet français qui vise à lever 2,5 milliards d'euros pour financer une fondation dédiée à l'IA et renforcer la souveraineté technologique de la France. En deuxième partie d'émission, nous explorons le mouvement HelloKittix, un projet français mené par des chercheurs du CNRS qui vise à aider les utilisateurs à quitter la plateforme X en raison de ses dérives. On va faire le point dans un instant avec Lisa, juste après le focus. Inspirante et ambitieuse, elle est la plus jeune skippeuse du dernier Vendée Globe et véritable star des réseaux sociaux. Violette d'Orange partage sa vie de navigatrice en transmettant sa passion débordante à sa communauté. Et à seulement 23 ans, la jeune femme nous transporte sur son bateau et complètement autour du monde. Elle est notre rôle modèle du jour, signé Dylan Colère. Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en ingénierie, mais surtout, je suis une navigatrice. Qui n'a jamais rêvé de prendre le large? Parlons aujourd'hui d'une étoile montante de la voile française, Violette d'Orange. Cette jeune skippeuse de 23 ans n'a pas fini de faire parler d'elle. Dès l'âge de 7 ans, Violette commence à naviguer et gravit rapidement les échelons de sa discipline. À 18 ans, elle devient la plus jeune femme skippeuse à traverser l'Atlantique en solitaire. Un exploit qui annonçait déjà une carrière plus que prometteuse. Mais c'est récemment que Violette d'Orange écrit véritablement son nom dans l'histoire de la voile. À l'occasion du Vendée Globe 2024-2025, course mythique autour du monde, elle devient la plus jeune participante de cette 10e édition. Depuis son départ, la skippeuse partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Avec plus de 530 000 abonnés sur Instagram et 200 000 sur TikTok, Violette affole tous les compteurs. Je suis en haut du mât, ça bouge pas mal. Ça. 28 mètres de hauteur, c'est un truc de fou. La mer est magnifique. C'est à la fois effrayant et à la fois trop beau. Mais je vais vite redescendre. Allez. Oh, tcha. C'est bon. Ses vidéos humoristiques et ses stories en plein milieu de l'océan ont vite conquis le cœur du public. Et malgré les difficultés rencontrées, entre problèmes techniques et fatigue, la jeune navigatrice fait preuve d'une détermination sans faille. Mais l'ambitieuse jeune femme ne se contente pas seulement de naviguer. À l'aide de sa passion, Violette cherche également à inspirer la jeunesse. Depuis 2020, elle est la marraine de la Fondation Apprentis d'Auteuil, organisme venant en aide aux enfants en difficulté. Violette incarne une nouvelle génération de sportifs engagés et prouve que la passion et la détermination peuvent nous mener loin, très loin, même jusqu'au bout du monde. Un rôle modèle que nous prendrons soin de suivre de très près dans les années à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ces derniers jours, la France a connu un véritable électrochoc dans la course à l'intelligence artificielle. Lucie, cette intelligence artificielle made in France, était censée incarner une alternative à ChatGPT. Et au lieu de ça, ça s'est transformé en véritable fiasco retentissant, au point que la plateforme a été suspendue après des moqueries en cascade. À côté de cela, la Chine avance ses pions avec DeepSeek, un modèle qui rivaliserait avec ChatGPT, tandis qu'en France, on y retourne. Le gouvernement annonce un fonds de 2,5 milliards d'euros pour créer une fondation dédiée à l'IA. Alors cet investissement est-il une réponse crédible ou une illusion à la domination américaine et chinoise? Comment expliquer aussi l'échec de Lucie et surtout comment éviter que ça se reproduise? Et puis dernièrement, l'Europe a-t-elle encore une chance d'exister dans la bataille de l'intelligence artificielle? On en parle tout de suite dans la première partie du jour.
Et on en parle bien sûr avec notre experte en intelligence artificielle et technologie. Elle s'appelle Lisa de Bernard et c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Lucie était présentée comme l'alternative française, Lisa, à ChatGPT. Et catastrophe. Il y a quelques jours, elle s'est complètement ridiculisée. Quelles étaient, avant de parler de ce qui s'est passé, ses ambitions initiales, Lisa? Alors déjà, il faut rappeler que donc, Lucie, c'est le produit d'une société française qui s'appelle donc l'Inagora et elle est aussi issue d'un partenariat avec le CNRS et elle est surtout soutenue par l'État dans le cadre de son plan France 2030. C'était donc une IA, un chatbot qui était supposé venir, comme vous le disiez, concurrencer donc ChatGPT et autres chatbots du genre qui ont fleuri au cours des derniers mois, voire des dernières années. Et c'était surtout supposé représenter en fait une alternative au niveau national avec une IA qui porte des valeurs européennes. Voilà. C'était supposé aussi être une IA, contrairement à ChatGPT ou d'autres, plus transparente et plus fiable. Voilà. Donc ça, c'était ses ambitions initiales. Après, les choses ont un peu changé. Effectivement, seulement quelques jours après son lancement, Lucie s'est retrouvée complètement ridiculisée, justement après sa mise à disposition sur Internet des utilisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont surtout été les erreurs majeures qui ont été commises par ces développeurs? Alors, pour revenir déjà sur ce qui s'est passé au niveau dans la pratique. Quand les utilisateurs ont découvert donc, cette nouvelle IA, Lucie, ils se sont retrouvés face à un certain nombre de réponses tout à fait incohérentes, voire absurde de la part de l'IA qui a clairement fait ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que n'ayant pas forcément les bonnes données, en fait, elle répond complètement à côté de la plaque. Donc on a eu par exemple des diatribes sur ce que sont les œufs de la vache. Ce qui, a priori, n'est pas tout à fait... Non, une vache ne produit pas d'œufs, effectivement. Voilà, on a eu aussi des calculs basiques qui ont eu des résultats complètement faussés. On a eu la racine carrée d'une chèvre est égale à 1. Voilà, toutes sortes d'absurdités. Et en fait, le gros souci, ou du moins, c'est ce que annoncent ces co-créateurs, c'est que tout ça, ça serait dû à une erreur de communication, a priori, puisque, en fait, c'était loin d'être un produit fini, Lucie. C'est un produit qui s'est supposé être open source. Et donc, les cofondateurs espéraient, en mettant en ligne Lucie, en fait, avoir les retours des gens pour améliorer et construire en fait ensemble cette IA. Le problème, c'est qu'en communiquant pas sur le sujet, les gens avaient des attentes bien au-delà de ce que Lucie pouvait... Le comparer à ChatGPT, presque. Exactement, en fait. Voilà, c'est ça. C'était les attentes un petit peu qu'on avait, puisqu'effectivement, il n'y a pas eu du tout de communication dans ce sens où c'était... en fait, si vous voulez, c'était un petit peu une version bêta. Et d'ailleurs, c'est ce qu'auraient dû faire les co-créateurs de Lucie. Finalement, c'est de suivre, de respecter le procédé dans ce type de situation. C'est d'abord d'adresser leur outil à un groupe plus restreint pour une phase alpha, pour une phase bêta, pour que justement toutes ces grosses erreurs qui finalement viennent entacher aujourd'hui la réputation de cette IA, en fait, soient restreintes à un petit nombre de personnes et puis peu à peu ouvrir. Malheureusement, c'est pas du tout la démarche qu'ils ont eue. Pas du tout ce qui s'est passé, effectivement. Alors justement, que dit ce fiasco sur la capacité de la France à rivaliser avec ces fameux géants américains comme ChatGPT et chinois? On va en parler dans un instant sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que finalement, ça ne veut pas dire grand-chose parce que si on prend d'autres exemples que Lucie, par exemple Mistral AI, on voit que la France est tout à fait en mesure, finalement, de produire des IA performantes. Là, effectivement, ça semble... En tout cas, on l'espère, être juste, comme je le disais, une erreur de communication. Après, ça interroge quand même sur certains aspects, notamment sur le manque d'infrastructures pour s'entraîner pour les IA françaises ou européennes, contrairement à des grosses structures comme ChatGPT qui ont énormément de données. Donc effectivement, voilà, ça peut un peu interroger là-dessus. Après, je pense que c'est vraiment une question de précipitation dans le lancement. Et du coup, ça a donné cette cacophonie et cette fermeture, même pas en 2 jours, quoi. Bon, en tout cas, vous serez là pour nous raconter la suite pour Lucie. Justement, est-ce qu'elle peut renaître ou est-ce que cette page est définitivement tournée? On va quitter la France maintenant, Lisa, pour aller en Chine. DeepSeek, une intelligence artificielle chinoise concurrente de ChatGPT, suscite un fort intérêt dans le monde. En quoi se différencie-t-elle déjà pour qu'on pose la base de ChatGPT? À quoi elle ressemble, cette IA?
Alors, c'est une IA qui, aujourd'hui, selon les spécialistes de ce secteur, et autres d'ailleurs, finalement ressemble beaucoup à ChatGPT. La surpasse ChatGPT sur certains points. Donc, c'est devenu, si vous voulez, une concurrence directe. Elle se différencie par certains points, notamment le fait qu'elle soit open source. Donc, elle offre la possibilité aux entreprises de s'en saisir pour après créer leurs propres outils. Elle est aussi différente parce que, étant open source, elle a aussi un modèle gratuit. Donc, pour les utilisateurs, là où ChatGPT, on a des formules payantes, sur DeepSeek, on n'en a pas. Et puis, elle se différencie surtout, et c'est ce qui a fait son succès, au-delà du fait qu'elle soit très compétente, sur ses coûts, sur les moindres coûts en termes de développement de cette IA, puisque si on reprend les chiffres qu'a donné l'entreprise DeepSeek, le développement de cette IA lui aurait coûté que 5,6 millions de dollars, là où c'est rien du tout, puisque la dernière itération, par exemple, de ChatGPT, c'était aux alentours des 100 millions de dollars. Et si on prend le modèle Llama de Facebook, enfin de Meta, on est plutôt aux alentours des 60 millions. Alors ça s'explique par plusieurs choses, notamment par le fait que, en fait, ils se sont basés sur des matériaux qui eux-mêmes sont à moindre coût et surtout en moins grande quantité, notamment les puces NVIDIA que l'on retrouve dans ce type d'outils. Pour le coup, sur DeepSeek, ils en ont utilisé 8 fois moins qu'OpenAI pour sa dernière génération d'IA. Donc forcément, ça réduit les coûts. Et puis aussi, dans le fonctionnement, on a en fait une grosse différence, c'est que jusqu'à présent, les modèles d'IA, en fait, si vous voulez, générer... je vais prendre dans l'autre sens plutôt. DeepSeek, en fait, a un fonctionnement en architecture modulaire. C'est-à-dire qu'au moment où une requête est posée, en fait, ça va activer uniquement certaines parties d'un sous-réseau qui est spécialisé vis-à-vis de la requête que l'on a demandée. Et donc, forcément, ça demande moins d'énergie, ça demande moins de puissance de calcul, là où les autres IA, en fait, en général, ça active tout un tas de circuits et donc, c'est beaucoup plus énergivore. Tout ça, effectivement, est passionnant. Face à ces mastodontes, la France, c'est la question qu'on peut se poser, peut-elle encore jouer un rôle dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans la course à l'IA, en tout cas un peu partout dans le monde, face à ses concurrents? Alors oui, je pense que justement le point intéressant, c'est que finalement, ce qu'a prouvé DeepSeek, c'est que là où OpenAI, Llama et tous ces modèles, en fait, supposaient d'avoir un très gros budget derrière soi pour pouvoir les développer, et donc c'était réservé à une certaine élite en termes d'économie, hein, j'entends, eh bien, DeepSeek, en fait, est venu un petit peu casser cette image, casser le marché, et prouver qu'en fait, même avec des sommes beaucoup plus raisonnables, on peut développer des intelligences artificielles dignes de ce nom. Et on va dire que ça tombe plutôt bien dans la mesure où là, Elon Musk a annoncé un plan à 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, voilà. Et la France, on n'est clairement pas sur ce type de budget-là. Donc, on a déjà du mal à trouver un budget. Donc, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, DeepSeek vient peut-être un petit peu rassurer les investisseurs et les personnes qui souhaiteraient développer ce type d'outils en se disant que c'est possible à moindre budget. Bon, on va voir avec vous aussi dans les prochaines semaines s'il y a un risque d'une intelligence artificielle de plus en plus dominée par les États-Unis et la Chine, laissant l'Europe dépendante. On en parlera bien sûr au cours des prochaines semaines avec vous. Troisième sujet au programme de cette première partie du talk, une fondation française à 2,5 milliards d'euros. Est-ce que c'est un espoir ou un mirage? Vous allez nous dire ça. Je veux bien que vous nous en disiez plus d'abord sur ce projet qui est porté par la France. Eh bien, donc, c'est une fondation effectivement dotée à 2,5 milliards d'euros et son objectif, c'est avant tout de soutenir la recherche, le développement, l'innovation et donc globalement en fait de pousser la compétitivité internationale à l'échelle internationale de la France et surtout de réduire son indépendance, non, pas du coup. On a envie de réduire la dépendance. On va vers l'indépendance. Voilà, vis-à-vis de tous les outils, effectivement, qui sont plutôt basés aux États-Unis. Basés aux États-Unis. Alors, 2,5 milliards d'euros, ce montant, est-ce qu'il est suffisant pour faire une différence dans ce domaine-là?
Alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire juste avant. Voilà. On n'a pas les mêmes budgets que ça soit. Si on prend là du coup les 3 sujets qu'on a, on a la France qui jusqu'à présent dans sa stratégie nationale avait investi 1,5 milliard d'euros. Là on a visiblement 2,5 milliards qui arrivent en plus. Ça fait pas une somme énorme quand on sait que les USA ont annoncé donc ce fameux plan à 500 milliards sur 4 ans, que la Chine elle est aux alentours, enfin en tout cas la Bank of China a engagé 138 milliards, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Après, encore une fois, tout dépend de la manière dont cet argent sera géré. Si c'est ciblé, si on a des projets qui sont bien ciblés, on peut s'attendre à avoir de bons retours, mais on ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Centralisation étatique ou soutien à l'écosystème entrepreneurial, que doit faire la France? Quelle stratégie ou modèle devrait-elle adopter? C'est la question, mesdames et messieurs. On va continuer à se la poser dans un instant. On va parler d'autres sujets, bien sûr aussi. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le ZAP et c'est l'œil de Jean Martineau.
De retour sur le plateau de l'École du Futur et on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, aujourd'hui, vous vous tournez vers la Chine et plus précisément vers Pékin. Donc on y retourne, on a compris, non pas pour nous parler justement de cette fameuse intelligence artificielle DeepSeek qui a fait donc beaucoup couler d'encre ces derniers jours, mais pour nous parler d'un événement tout aussi exceptionnel, puisque pour la toute première fois au monde, des robots vont officiellement courir aux côtés d'humains dans un semi-marathon. Et oui, et ça se déroulera en avril prochain, plus précisément le 14 avril, à Daxing, en district de Pékin, où environ 12 000 coureurs humains, je précise humains, s'affronteront lors d'un semi-marathon, avec à leur côté une vingtaine de robots qui prendront le départ. Alors là, c'est vrai que c'est assez fascinant, autant que surprenant et peut-être inquiétant. Quel type de robots vont participer à cette course ? Eh bien, les organisateurs ont établi des critères très stricts, très précis. Déjà, les robots devront être humanoïdes et doivent mesurer entre 50 cm à 2 mètres. L'aspect humanoïde indique donc qu'ils doivent obligatoirement se déplacer sur 2 jambes, ce qui exclut directement les robots à roues et les déplacements à 4 pattes, puisque ce serait un petit peu de la triche quand même. En revanche, les robots peuvent être télécommandés ou entièrement autonomes. Ça, c'est au choix du participant. Et en ce qui concerne leurs batteries, elles pourront être remplacées pendant la course. Drôle de gymnastique, même si on imagine que certains coureurs, effectivement, adoreraient pouvoir changer leur batterie aussi en cours de course. Bon, au-delà de l'aspect ludique, quels sont les objectifs surtout derrière cette initiative, Lisa ? Eh bien, cette course a plusieurs objectifs. Et tout d'abord, elle rendra au sport ce qui appartient au sport, c'est-à-dire le soft power, puisque cette course servira clairement de vitrine pour les avancées technologiques en matière de robotique et d'intelligence artificielle en Chine. Mais cette course, elle permettra également de tester les capacités de ces robots dans des conditions réelles aux côtés d'humains, puisque dans un contexte de vieillissement de la population chinoise, ils pourraient à terme, ces robots, assister les humains dans diverses tâches, notamment dans les domaines de la santé et de l'assistance à domicile. Pour revenir sur l'aspect vitrine des avancées technologiques dont vous parliez, jusqu'à présent, les robots humanoïdes n'étaient pas particulièrement connus, en tout cas pour être de bons coureurs. C'était pas ce qu'on leur demandait non plus. À quoi s'attendre ? Est-ce qu'on peut s'attendre surtout à voir ces robots rivaliser avec des athlètes humains ? Alors, pas encore, puisque les robots qui vont participer à cette course ont une vitesse de pointe limitée environ à 12 à 15 km/h, ce qui, vous vous en doutez, est toujours inférieur aux performances des meilleurs athlètes humains. Comme vous le soulignez, le véritable challenge finalement de cette course, ça sera déjà de la terminer pour ces robots, puisque aucun robot de ce type n'a jamais achevé une course d'une telle distance. Par contre, il n'est pas exclu effectivement qu'à l'avenir, grâce au progrès rapide de la technologie, des robots puissent rivaliser avec les humains dans certaines disciplines sportives. On va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que moi j'aimerais bien savoir courir entre 12 et 15 km/h. Vous le faites pas tous les week-ends ? Non, j'y arrive pas. C'est pour ça, je vais prendre un robot qui va faire le job à ma place, c'est très bien. Merci beaucoup, Lisa. Et ensemble, oui, c'est ça, on lance ensemble la deuxième partie du talk. Et on va aller chez l'orthophoniste, effectivement, ce sera plutôt pas mal. Autre question dans cette deuxième partie du talk, et si on quittait X pour de bon ? C'est le pari et c'est la question qui est posée par un collectif français qui veut aider les utilisateurs à tourner la page d'un certain Twitter, désormais X, jugé trop toxique depuis son rachat par Elon Musk, avec l'application HelloKittix développée par des chercheurs du CNRS. L'objectif est clair, faciliter la migration vers d'autres plateformes. Derrière cette initiative, malgré tout, se cache une question plus large. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un réseau social global, centralisé ? Mastodon, Blue Sky, Threads, ces alternatives sont aussi réellement viables. Est-ce que c'est le cas ? En tout cas, X reste-t-il incontournable malgré tout ? Et vous, seriez-vous prêt à quitter X ? Et vous, Lisa ? Est-ce que vous êtes sur X ? Et est-ce que, si c'est le cas, vous seriez prête à quitter X ? Alors, pour tout vous dire, je suis toujours sur X. Parce qu'il y a encore certains médias qui y sont présents et donc je peine un petit peu à le quitter. En revanche, j'ai déjà téléchargé mes datas, voilà. Et je vais peut-être les transférer donc sur HelloKittix. Je suis encore en réflexion. Alors, j'ai ouvert un compte Blue Sky. Elle est partout. Justement, quel est l'intérêt d'aujourd'hui télécharger ces données X pour les diffuser, pour les implémenter dans HelloKittix ? Expliquez-nous le projet. Eh bien, donc le projet, il a été porté, comme vous le disiez, donc par le collectif HelloKittix, qui a été cofondé par David Chavalarias, qui est donc un chercheur du CNRS et qui est aujourd'hui accompagné d'une trentaine de bénévoles autour de cette initiative. L'objectif, donc, c'était de quitter X
le jour de l'investiture de Donald Trump, donc le 20 janvier dernier, et le tout sans perdre tous ses contacts, parce que c'est un petit peu ce qui peut ralentir certaines personnes, hein, quand on a X depuis 5, 10 ou 15 ans, effectivement, de reconstituer toute une liste de contacts, ça peut être un petit peu... on peut avoir des réticences, voilà. Donc l'objectif, c'était clairement ça, hein, c'était de récupérer toutes les données, de pouvoir les télécharger sur le site HelloKittyX, et donc de pouvoir ouvrir un compte sur, par exemple, Mastodon, ou alors sur Blue Sky, ou sur une autre alternative, voilà, avec cette facilitation de téléchargement des données. Alors, quels sont les principaux reproches qui sont faits à X à la gestion, quelque part, de son réseau social par Elon Musk par ces chercheurs du CNRS? Eh ben, c'est les mêmes qu'on retrouve globalement un petit peu partout, hein, depuis un certain temps, depuis en fait la reprise tout simplement de X par Elon Musk, c'est-à-dire le fait que la modération du contenu soit moins qualitative que ce qu'elle n'était avant, que du coup il y ait plus de contenu problématique. On lui reproche du coup la sécurité, la sécurité de sa plateforme. On lui reproche une normalisation du discours haineux. On lui reproche aussi, au-delà de ce qui se passe sur X, d'avoir là on parle spécifiquement d'Elon Musk, mais d'avoir des propos assez controversés, des opinions assez controversées. On lui a aussi reproché, pour revenir sur X, d'avoir réintégré des personnalités qui elles-mêmes sont controversées. Bon voilà, c'est tout le micmac qu'on entend depuis des mois et des mois, qui a progressivement monté. On a déjà des gens qui sont partis de X de leur propre fait quand Elon Musk est arrivé à la tête du réseau social. On a aussi des gens qui ont quitté X lors des élections américaine. Voilà, je pense que c'était juste une manière un petit peu d'agréger tout ça et d'essayer d'engager un petit peu plus de personnes dans le mouvement. Un mouvement en tout cas qui a été créé, donc on le rappelle, par ces chercheurs du CNRS. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur en France? Est-ce qu'il a un avenir selon vous? C'est quoi votre analyse? Alors, c'est assez difficile aujourd'hui de savoir si réellement ça a eu un impact sur le fonctionnement de X, dans la mesure où, d'une part, les personnes qui quittent X pour aller sur Blue Sky ou sur d'autres réseaux ne suppriment pas nécessairement leur compte. Ils peuvent tout simplement le geler, c'est-à-dire décider d'arrêter de se connecter, d'arrêter d'interagir sur le compte. Et donc, forcément, du coup, ça ne fait pas du tout baisser le nombre d'utilisateurs sur X. Donc, c'est difficile de chiffrer. En revanche, ce qu'on a pu observer de l'autre côté, c'est qu'effectivement, il y a des réseaux sociaux qui gagnent en utilisateurs. C'est le cas, justement, de Blue Sky, qui est l'un des grands gagnants un petit peu de cette campagne, où, effectivement, certains médias ont remarqué qu'ils avaient gagné un certain nombre d'abonnés. Voilà. Après, de là à dire que ça a un réel impact, encore une fois, c'est très difficile de le chiffrer. Et je pense que ça tient surtout à qui va quitter X pour aller sur d'autres plateformes. Parce qu'en fait, c'est la question que vous m'avez posée au début. Est-ce que moi-même j'ai quitté X? Non, parce qu'il y a encore des médias ou des personnalités politiques, publiques qui s'expriment sur ce média-là. Et donc... J'aurais l'impression, moi, personnellement, de me priver de certaines informations en quittant le réseau social. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux qu'on a en alternative, ils existent, ils sont là, mais ils ne sont pas encore assez solides. Ils ne représentent pas un concurrent assez important aujourd'hui à X pour assurer qu'on ait exactement le même service. Et voilà, comme vous dites. Et voilà. Dernière question, Lisa. Parce que, et voilà, pas tout à fait. Finalement, le problème est-il X ou notre propre dépendance aux réseaux sociaux? Parce que ça aussi, c'est une question un peu plus philosophique, on n'a pas 4 heures malheureusement, j'aimerais bien, mais qu'est-ce que ça prouve, tout ça, ces mouvements anti-X, On a l'impression qu'il y a quelque chose derrière qui nous dépasse quelque part et qui dépasse aussi le simple sujet d'Elon Musk et de ses propos et de ce qui peut se passer sur X. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui se passe sur X, ça a aussi des impacts, ça a aussi un impact sur ce qui se passe dans la vie autre que numérique. C'est réel. Voilà, c'est ça. Ça a un impact sur l'environnement social et politique. Ce qui se passe sur X, c'est pas décorrélé. Donc, je pense que ce que on peut remarquer, c'est qu'effectivement, les gens sont de plus en plus sensibles à toutes les questions qui tournent autour du respect de leur vie privée, autour de la désinformation. On est de plus en plus sensibilisés à ces sujets. Et globalement, ça pose des questions, effectivement, sur ce qu'on est
en mesure d'accepter ou non en étant sur une plateforme. Bien sûr. Et ça se vérifie en dehors de l'élection américaine. Hein. C'est-à-dire que au moment de la reprise de X par Elon Musk, je le disais, des personnes ont déjà décidé par elles-mêmes de quitter le réseau social en allant par exemple sur Threads de Meta. Et je pense que progressivement, plus il y aura de gens qui partiront sur ces réseaux, plus ils seront solides, plus les gens auront envie de partir, et très certainement que dans 10 ans, on déplorera aussi ces réseaux-là, et puis il y aura une nouvelle vague, on partira ailleurs. Je crois que c'est un peu le cycle naturel des choses. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse toujours aussi pertinente. On pourrait utiliser plein de qualificatifs. Merci à vous, Lisa, d'être parmi moi et parmi nous. Il faut vraiment que j'aille me coucher. On est fatigué, vous savez. Merci à vous, en tout cas, Lisa. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci bien sûr à la régie qui me supporte et qui produit cette émission, avec notamment Édouard Degnaud à sa tête. On se retrouve dès demain, 12h30, reposé, bien sûr, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.